Madame la Présidente, honorables collègues, je prends la parole aujourd'hui sur le territoire non cédé de la nation algonquine-Anishinaabe en troisième lecture du projet de loi C-13, loi visant l'égalité réelle entre les langues officielles du Canada. Encore une fois, je me dois, dans le cadre de ce discours, de reconnaître le caractère colonial des langues officielles et de souligner l'importance d'appuyer les peuples autochtones dans l'exercice de la réappropriation, de la revitalisation et du renforcement des langues autochtones au Canada. Nous savons que l'échéance pour la révision de la loi sur les langues autochtones arrive à grands pas. Je me permets de rappeler en cette Chambre, comme nous le faisons d'ailleurs dans le rapport du Comité sénatorial permanent des langues officielles, que cette loi prévoit un examen indépendant 5 ans après son entrée en vigueur, en date du 21 juin 2019. Il sera de notre devoir d'exercer une surveillance et une vigilance pour que ce travail soit fait conformément aux exigences conférées dans cette loi et surtout fait dans le respect des principes de la Déclaration des Nations unies sur les droits des peuples autochtones. Plus précisément, notre rapport indique que ce travail doit se faire dans un esprit de réconciliation, de décolonisation, et notre comité s'attend à ce que le gouvernement se conforme à ses obligations et même qu'il dépasse les attentes juridiques minimales dans le respect des droits de gouvernance et d'autodétermination des peuples autochtones du Canada. The decolonization of Canada. La décolonisation des droits linguistiques du Canada, tel que demandé dans notre rapport de comité sur les langues officielles, ne pourra pas être possible avec toutes les contraintes apportées par la loi sur les langues officielles. Il nous faudrait du temps et de l'espace, tel que le sénateur Cormier l'a dit dans son discours. Ensuite, parlant de Warren Newman, avocat général principal, il a dit lors d'une comparution en comité que ce travail signifie qu'il faut respecter les différents champs d'application et la raison d'être de chaque loi qui sera interprétée de manière harmonieuse et complémentaire. Ces principes d'interprétation me permettent d'être optimiste quant à l'avenir des langues autochtones. Les communautés minoritaires de langue officielle seront les alliés de la cause, sachant pertinemment le rôle de la langue dans la construction, voire la reconstruction de l'identité. Nous sommes et resterons solidaires des peuples autochtones du Canada. Parler du déclin du français au Canada et d'une asymétrie qui s'avère justifiée. Cette baisse constante du poids démographique des francophones au pays a mené le gouvernement à proposer une approche asymétrique à son projet de réforme. Bien que ce principe est depuis longtemps reconnu dans la jurisprudence, on pourrait dire qu'il a toujours été théorique ou même fantaisiste dans sa mise en œuvre. Une simple lecture de cette jurisprudence volumineuse saura rendre compte des rapports inégalitaires systémiques entre les minorités de langues officielles et sa majorité dans une province donnée. Les inégalités s'accentuent lorsque la langue minoritaire est le français. Aux côtés du caractère réparateur et de l'interprétation large et libérale qu'il convient de donner aux droits linguistiques, le principe d'égalité réelle figure parmi les principes clés d'interprétation des dispositions du projet de loi C-13. En proposant la symétrie, le gouvernement tente de donner un sens au principe d'égalité réelle entre les langues officielles, sachant que la vulnérabilité et la fragilité de la langue française au Canada et en Amérique du Nord légitime et justifie cette approche. Maître François Larocque, titulaire de la chaire de recherche Droit et enjeux linguistiques de l'Université d'Ottawa, cité dans un article paru aujourd'hui dans le journal Franco-Presse, nous indique, et je cite, « Pour réaliser l'égalité réelle et non formelle, il faut en faire davantage pour la partie la plus vulnérable. » Ce dernier est convaincu, et je cite, que la référence générique à la Charte n'effacera pas plus de 40 ans de jurisprudence. Des principes d'interprétation ont été établis et ne disparaîtront pas à cause de la mention. This asymmetry. Cette asymétrie est particulièrement troublante pour les anglophones du Québec qui ont de nombreuses préoccupations et des points de vue diamétralement opposés à ceux de leur gouvernement provincial. Je comprends leurs inquiétudes car j'appartiens à une communauté minoritaire de langue officielle. La politique provinciale peut en effet être écrasante pour les communautés de langue officielle.
ou les minorités de langue officielle. Nous devons donc rester vigilants. Lors de l'étude préliminaire, notre comité a reçu des témoignages et des mémoires contradictoires sur l'opportunité d'inclure une référence à la Charte de la langue française dans la loi sur les langues officielles et dans la loi sur l'emploi du français dans les entreprises privées sous réglementation fédérale. Comment, me direz-vous, faire le tri entre ces positions? C'est l'autre endroit, en fait, qui a tranché cette question. Les deux communautés de langues officielles au Québec ont accaparé la majorité des travaux de l'autre endroit, ce qui a retardé l'arrivée au Sénat du projet de loi C-13. L'adoption de C-13 à la Chambre des communes était très incertaine pendant quelques semaines, mais une entente, un amendement, entre le gouvernement du Québec et le gouvernement libéral a permis de débloquer ce projet de loi. Je respecte la légitimité, la vivacité et l'importance d'étudier et de débattre de ces questions. Cependant, l'ampleur du débat sur la situation au Québec a sans contredit restreint la capacité du législateur de porter une attention équivalente aux droits linguistiques des minorités de langues officielles ailleurs au pays. Nous étudions ce dossier depuis très longtemps au Sénat et le comprenons très bien. Heureusement, sans quoi il aurait été impossible pour nous de nous prononcer sur un tel projet de loi ayant fait l'objet de nombreux amendements par l'autre endroit en moins de 8 heures d'études en comité. Vous comprendrez, chers collègues, que je suis satisfaite du projet de loi C-13 avec ses amendements. J'en ai fait état lors de mon discours en deuxième lecture. Cependant, vu l'importance que j'accorde à la francophonie et aux droits linguistiques des minorités, je me dois d'exprimer ma déception et mon mécontentement quant à l'imposition d'un calendrier très restrictif pour faire son étude au Sénat. Nous le savons tous, la fin de session approche et plusieurs projets de loi doivent franchir la ligne d'arrivée avant l'ajournement du Sénat pour la saison estivale. J'éprouve donc un malaise à étudier de cette façon un projet de loi qui aura un impact aussi grand sur les minorités de langues officielles et sur la survie d'une langue, d'une culture, d'une identité aussi plurielle, diversifiée et colorée soit-elle. Agissant comme contrepoids à la Chambre des communes, la Chambre haute a pour mandat de veiller aux droits et intérêts des minorités et des régions dans l'exercice du second regard objectif. Ce travail est complémentaire à celui de la Chambre basse, formée d'élus et où y règne la partisanerie. Discussion in the committee. Les discussions en comité à l'autre endroit ont parfois donné l'impression que l'importance du bilinguisme n'est pas plus important que lorsque Luke McClellan a rédigé son titre sur les deux solitudes. C'est une vision vieillie du bilinguisme et nous espérons que grâce à l'empathie avec les groupes plus vulnérables, nous pourrons mettre de côté des politiques qui divisent. Malgré cette insatisfaction avec le processus, j'aimerais exprimer mon appui à ce projet de loi parce qu'il est important pour notre survie. Du B dans l'arrêt l'IFCHU de la Cour suprême du Canada a fait une éloquente métaphore au sujet du bilinguisme et des droits des minorités en offrant une vision plus rassembleuse que celle des deux solitudes de McClellan. Il dit, et je cite, « Le bilinguisme et les droits des minorités linguistiques sont pour toujours intimement liés l'une à l'autre, comme Roméo et Juliette ou Oberon et Titania, et ils doivent être présentés comme formant un tout. » Comme j'ai tenté de le faire valoir en deuxième lecture, le projet de loi C-13 est d'une importance capitale pour la survie des communautés francophones en situation minoritaire. Le bilinguisme canadien est porteur des droits de ces minorités linguistiques. Dans cet esprit plus optimiste, j'aimerais vous faire part d'une autre observation qui figure dans le rapport du Comité sénatorial permanent des langues officielles, qui concerne la vigie de la loi sur les langues officielles. Celle-ci atténue les inquiétudes que je viens de vous relater et s'avère particulièrement pertinente pour la suite des choses. Comme nous l'a bien rappelé le commissaire aux langues officielles lors de notre étude en comité, nous avons un projet de loi qui, bien qu'imparfait, est très acceptable. Maintenant, l'important sera pour le gouvernement de se doter d'un mécanisme efficace et intégral de surveillance de la mise en œuvre de cette loi. Ce mécanisme devra permettre d'évaluer la conformité aux différentes dispositions de la loi par les entités assujetties et être muni d'indicateurs désignant notamment le poids démographique des minorités francophones
et le dénombrement des enfants des ayants droit. Ce rôle de vigie sera exercé principalement par le Conseil du Trésor, mais aussi bien par le commissaire avec l'appui de Statistique Canada et par le biais du formulaire court de recensement notamment. Le comité Holo pourra lui aussi exercer cette surveillance en invitant à comparaître les différents ministères et départements ainsi que les parties prenantes. Ce travail permettra de mener des suivis en temps opportun, rendre compte des tendances au poids démographique des francophones et du dénombrement des enfants des ayants droit. Chers collègues, le travail ne fait que commencer, ou à vrai dire de recommencer, mais cette fois, ce n'est plus utopique. Nous avons de réelles chances de succès. La survie comme francophone en situation minoritaire consiste à la vigilance constante, du souci de préserver sa langue d'une génération à l'autre, en étant confronté aux pressions assimilatrices multiples et à l'anglo-normativité présente partout au pays. Il peut s'agir de l'absence d'un service en français par une entité assujettie, mais parfois et souvent, les injustices sont plus pernicieuses et préjudiciables lorsqu'il s'agit de services de santé, des innombrables et coûteuses barrières qui sont présentes pour faire valoir nos droits devant les tribunaux, ou encore lorsqu'il y a un manque d'accès au continuum en éducation dans sa langue maternelle, chez soi, dans sa région. À ce sujet, permettez-moi de citer la Cour suprême dans l'arrêt Conseil scolaire francophone de la Colombie-Britannique contre Colombie-Britannique, dans un jugement de 2020 qui nous rappelle la raison d'être de l'article 23 de la Charte canadienne des droits et libertés. L'école est bien plus qu'un simple lieu de transmission de connaissances théoriques et pratiques. Elle constitue également un milieu de socialisation qui permet d'échanger et de s'épanouir dans sa langue et à travers elle de découvrir sa culture. C'est dans cet esprit que le droit à l'instruction, dans une des 2 langues officielles du Canada, s'est vu conférer un statut constitutionnel dans la partie 23 de la Charte canadienne des droits et libertés. Il faut parfois savoir rendre à César ce qui est à César. Le Sénat, et particulièrement le comité Holo, dont je félicite d'ailleurs son président, le sénateur Cormier, a jeté les bases structurantes de cette réforme législative. Nous avons réussi à présenter les principes structurants d'une législation qui pourrait effectivement renverser la tendance de la baisse du poids démographique des francophones et améliorer l'accès à l'éducation dans la langue de la minorité, ce qui me rend optimiste pour l'avenir de nos communautés et pour leur survie. Je vous encourage, chers collègues, à voter en faveur de ce projet de loi, tout en reconnaissant que le processus a été imparfait et qu'il conviendrait à l'avenir de respecter le rôle unique de la Chambre haute qui légifère en portant une attention particulière aux intérêts des minorités et des régions. En terminant, permettez-moi de m'exprimer par l'intermédiaire des paroles d'Yves Dutheil dans sa chanson « La langue de chez nous ». C'est une langue belle avec des mots superbes qui porte son histoire à travers ses accents. C'est une langue belle à qui sait la défendre. Elle offre ses trésors de richesse infinie. C13 nous permet en tant que francophones de prendre notre place aujourd'hui pour demain afin de nous créer un avenir meilleur en nous donnant la main. Merci beaucoup.